Il y a 170 ans, jour pour jour, la France mettait fin à l'esclavage dans ses colonies françaises. Ce sont des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été arrachés à l'Afrique pour travailler dans des plantations en Amérique et aux Antilles. Beaucoup ont embarqué sur des bateaux négriers d'un des plus grands ports de traite à Ouidah, dans l'actuel Bénin. Le pays, berceau de la religion vaudou, apporte aujourd'hui sa contribution à la mémoire de l'esclavage. Voyez ce reportage de notre correspondante Emmanuelle Sodji. Sur ce chemin, des centaines de milliers d'Africains enchaînés ont marché péniblement jusqu'à cette plage de la côte du Bénin, à Ouidah. Les esclaves, avant de traverser l'océan Atlantique, étaient obligés de faire le tour de l'arbre de l'oubli, symbolisé par ce monument. C'était donc pour les faire devenir comme des êtres amnésiques, leur faire le lavage mental, pour que durant tout le long trajet, qu'ils soient dociles dans les navires. Mais il y a aussi une autre histoire, méconnue, celle d'adeptes du vaudou qui ont réussi à briser leur chaîne grâce à une divinité de la résistance à l'esclavage, Orisha, Chango ou Ervieso, en langue locale. Un adepte a réussi à arracher cette chaîne aux négriers qui allaient de village en village et qui capturaient des gens. Depuis sa découverte de l'origine des chaînes, cet initié, chercheur en histoire des cultures du Bénin, a persuadé les anciens de révéler les secrets racontant l'histoire cachée de l'esclavage. Nous leur avons expliqué que si nous continuons de cacher ces patrimoines, c'est comme nous sommes en train de faire perdre le chemin du retour aux afro-descendants qui ont forcément besoin de ces récits, de ces histoires pour mieux se situer. Le chef des cultes animistes de la vallée de l'Ouémé, à l'est du Bénin, fait partie de ceux dont la parole s'est libérée. Il nous explique qu'une portion de la mémoire est imprimée sur le corps des adeptes. Les 3 premières rangées des scarifications que vous voyez correspondent au nom des adeptes et à des chefs de culte déportés par l'esclavage. Bernard Copé et son groupe de chercheurs ont publié une première base de données grâce aux informations recueillies dans le milieu vaudou. Plus de 6000 esclaves déportés ont déjà été identifiés. Quand des afro-descendants vont consulter cette base, ils peuvent facilement faire recours à leur origine africaine. Pour ceux qui auront la chance de retrouver le nom de leur ancêtre dans cette base de données. La collecte auprès des anciens se poursuivra au Bénin et chez les voisins togolais et nigérians, rapidement, car les plus jeunes initiés n'ont plus de marques traditionnelles sur leur corps. À la mort d'un vieil initié, c'est une mémoire qui s'efface. Elle était empruntée par les esclaves avant leur embarquement. 6 étapes la composent, dont la première est la place aux enchères. Là, on vendait nos aïeux. Là, le troc se faisait. Et quand je disais le troc, c'est pas de donner de l'argent. Les Européens venaient là. Nous avons connu 5 pays européens. Il y a les Portugais, les Français, les Anglais, les Danois, les Hollandais. Et ces pays-là, ils sont tous installés à Ouidah ici. Ils ont leur fort. Et quand les marchandises, nos aïeux, arrivaient au marché, ils venaient sélectionner. Et ils donnaient des objets de peu de valeur en échange. Et si je peux vous donner un exemple là, quand les Européens arrivent à donner un canon au roi, le roi donne 21 femmes ou bien 15 hommes. C'est ce qui se passe au marché des esclaves. Ces esclaves ainsi troqués contre des objets de peu de valeur seront ensuite conduits vers l'arbre de l'oubli. C'est un arbre mystique qui a été planté par les rois autochtones du Dahomey, surtout le roi Agadia, en 1727. Et arrivé là, tous les esclaves faisaient le tour de l'arbre. Et l'objectif de l'arbre, c'est pour pouvoir les rendre amnésiques, faibles. Donc les hommes faisaient 9 fois le tour, les femmes 7 fois. L'homme tourne dans le sens de l'évogie, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. La femme dans le sens de d'estrologie, de la gauche vers la droite. Parce que l'homme est basé sur le canal droit, la femme canal gauche. Et quand ils arrivent à faire le tour de l'arbre, ils devaient oublier leurs enfants, leur maison, en bref leur repère géographique. Après avoir oublié enfants et parents et désormais sans repère géographique, ils sont gardés dans une case noire, Zomaï, où certains perdaient la vie. Zo, c'est le feu. Maï, là où la lumière, le feu ne pénètre point. Cette case a été créée après des expériences de voyage. Ça veut dire quoi? Pour amener nos aïeux d'ici pour l'Amérique, ils font au moins 12 semaines. Ça veut dire 3 mois de voyage pour aller en Amérique. Mais les premières expériences ont montré quand ils voulaient amener 100, c'est à peine 30 qui arrivent à la destination. Alors là, c'est une perte pour les acheteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est de là, les Européens ont eu l'idée de créer la case noire, qu'on appelle la case de Zomaï, où on gardait nos aïeux pendant 2 semaines.
Et pendant ces 2 semaines, c'est pour pouvoir les tester. Et ils sont en contact permanent avec l'obscurité. Et le pire encore, tous leurs besoins intimes se faisaient dans la case. Uriner, chier, là, c'est sur place. Et on les donne à manger une fois tous les 2 jours. Ceux qui ne réussissaient pas l'épreuve de Zomaï et qui y rendaient l'âme, et même ceux agonisants, étaient enterrés dans une fosse commune. La fosse est réservée pour les esclaves malades, fatigués, les morts, ceux qu'on a qualifiés des agonisants. Et si par exemple on laisse un malade rentrer chez lui, et par chance, il a la chance de se guérir, alors il peut toutefois dévoiler le secret. Et dans cet objectif, on les enterre vivants, dans la fosse commune. Les plus résistants et physiquement aptes à faire le voyage transatlantique sont soumis à un dernier rite. Ceux qui sont résistants, avant de venir à la porte non-retour, on les obligeait maintenant à faire le tour de l'arbre 3 fois chacun. Dans le sens de faire retourner de leur âme, de leur souffle. On appelle ça l'arbre de retour. Retour mystique et non retour physique. Et quand ils faisaient le tour, dans le monde spirituel, ils sont attachés à leur terre. Parce que chez nous, en Afrique, particulièrement Dahomey, la mort c'est une vie passagère. Il faut immortaliser l'âme. Donc on demandait à ces esclaves de faire le tour dans l'objectif qu'après leur mort, leur âme devrait venir. Étape finale de la route de l'esclave, la porte du non-retour. Tout au long de la côte servait pour l'embarquement. Tous les bateaux restaient au large de la plage. Et on devait mettre nos aïeux dans des petites chaloupes vers le grand navire. Ce qui crée la mort de plusieurs esclaves du Dahomey. Ça veut dire quoi? Imaginez nos aïeux qui venaient de Savalo, un peu du centre du Bénin vers Abomey, qui n'ont jamais vu l'océan. En venant sur cette plage de Djegbadji, ils voyaient l'eau et le ciel à l'horizon comme ça. Ils se demandaient où allons-nous. Beaucoup d'entre eux préféraient mourir sur la terre que de mourir dans l'eau. Il y a des gens qui tombaient par terre, enchaînés, ils mangeaient le sable pour mourir. Le pire encore, ils ne sont pas habitués aux pirogues. Quand les pirogues s'agitent, si quelqu'un fait le mouvement de se jeter à l'eau, il entraîne les autres. Donc ça arrivait que les petites pirogues se vidaient même à mi-chemin. Donc regardez bien comment ils sont enchaînés. C'est le départ de nos aïeux comme ça, vers le dernier sort qu'on appelait la porte, le destin, la porte du non-retour. Donc ce côté que vous voyez de la porte pour nos aïeux tourner droit à la ville, c'est ça qu'on appelle la porte non-retour physique. La porte de retour physique. De nombreux esclaves partaient ainsi vers des destinations inconnues, certains pour y être employés aux travaux domestiques et à la vente de volailles, d'autres pour tout simplement travailler dans les champs de coton, de riz ou encore de canne à sucre, avec la constante menace du fouet. Issus de plusieurs horizons, les esclaves choisis répondaient à un certain nombre de critères. Les esclaves qui devaient voyager, effectuer le voyage, devaient avoir 18 à 30 ans. Ils devaient mesurer 1,63 m, la taille. Ils devaient avoir une bonne musculature et une dentition saine. Et quand tu respectais les 4 critères, vous étiez embarqué dans le bateau. Mais ceux qui avaient des marques sur eux, par exemple comme les tékés qui étaient balafrés à la figure, on ne les sélectionnait pas parce qu'ils risquent d'aller créer des problèmes d'origine là-bas en Amérique. Donc on laissait tous ceux qui avaient les marques sur leur corps. Mais ceux qui n'avaient rien, sans marque sur leur corps, ceux-là, ils respectaient les 4 critères, on les embarquait directement. 43 objets étaient donnés chez le roi. Mais le roi ne traitait pas que les commerçants européens. Le roi envoyait son intermédiaire qu'on appelle le courtier de Luango. Et le courtier de Luango s'appelait Pangou. Et c'est Pangou qui réceptionnait les marchandises de l'Europe pour échanger un captif qui respectait les 4 critères. Plusieurs historiens ont pu, à partir des archives, évaluer le nombre d'esclaves embarqués dans les différents ports de la côte africaine. Ce trafic honteux ne faisait pas l'unanimité dans certains milieux. Le maire de Nantes, on lui a posé la question, parce que le plus grand port négrier en France, c'est Nantes. On lui pose la question, pourquoi vous êtes parti prendre les autres en esclavage? Lui, il dit, au fond, les nègres sont naturellement enclins au vol, au larcin, à la luxure, à la paresse et à la trahison. En général, ils sont propres qu'à vivre dans la servitude et pour les travaux et la culture des terres du continent non connu de l'Amérique. Lumière contre l'esclavage et la traite. Ainsi, Jean-Jacques Rousseau, dans son contrat social, philosophe, lui dit, ainsi de quelque chose qu'on en vient, le chose de droit d'esclavage est nul, non seulement parce qu'il est légitime, mais parce qu'il est absurde, mais il ne signifie rien. Ces mots esclavage et droit sont contractuels, ils s'excluent mutuellement. Et Bernadette de Saint-Pierre, lui, il a dit en une petite phrase, philosophe, chaque tasse de café sucré contient quelques gouttes de sang noir. Les premières ventes d'esclaves à Luango étaient signalées en 1639. À en croire un rapport hollandais publié cette année, seulement 200 esclaves pouvaient être achetés à Luango chaque année.
Les chiffres grimpent et en 1686, un rapport français annonce que Luango pouvait fournir 500 esclaves par mois. On pouvait estimer à 200 000 le nombre d'esclaves embarqués à Luango au XVIIe siècle. Deux caractéristiques qui montrent que les esclaves pouvaient mourir en cours de route parce qu'ils voyageaient dans de mauvaises conditions. Les esclaves se révoltent. Et les esclaves tombaient malades, ils ont la diarrhée, dysenterie, scorbut, fièvre typhoïde, portent le taux de décès des captifs 15 à 20% en moyenne. Malgré ça, ils ont traversé l'océan Atlantique. Et imagine si on prend 20%, sur 600, soit 120 mouraient en cours de route, soit 480 arrivaient à destination. Les derniers esclaves auraient été embarqués sur la côte de Luango en 1868. L'esclavage qui a affaibli le continent africain n'a pas été aboli dans la même période. La France a voulu abolir à cette époque, 1794. Mais le général de l'armée, Napoléon Bonaparte, établit l'esclavage dans toutes les colonies françaises en 1802. Pourquoi Napoléon avait remis l'esclavage dans toutes les colonies françaises en 1802? Parce qu'il avait besoin des soldats pour aller combattre et conquérir d'autres territoires. Et aussi, il avait besoin des finances, l'effort de guerre pour nourrir ses soldats. Mais il y a une autre raison qu'on a toujours tendance d'oublier. Parce que l'épouse du général, c'était une antillaise qu'il adorait. Il a préféré remettre l'esclavage dans toutes les colonies françaises en 1802 à cause de sa femme, pour que sa femme ne le quitte pas. C'est l'Angleterre qui a aboli définitivement en 1833. Et la France et le Danemark vont abolir définitivement le 27 avril 1848, vu le décret de Victor Schœlcher. La Hollande, c'est en 1863, donc 18 ans après, vu le décret de Schœlcher. Et les États-Unis n'ont rien à voir avec l'Europe, c'est Frederick Douglass qui était né esclave et qui réachète officiellement sa liberté en 1847 auprès du maître qu'il avait acheté. Et sa maison, aujourd'hui, à Washington, c'est devenu un musée des arts africains. La piste de caravane empruntée par les esclaves pour atteindre Luango n'avait jamais été mise en valeur. La stèle érigée en 1897 par De Brazza sur le site de l'ancien port des esclaves de Luango, lieu où a été effectuée la transaction des esclaves au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Cette stèle effondrée en février 2002 a été reconstruite à la place du non-retour. La piste est totalement abandonnée. Et l'ancien port des esclaves aussi, je viens de vous montrer, le comptoir était en matériau végétal. Il est tombé en ruine. Il n'y a plus rien. Donc, n'amenez pas les gens dans l'herbe. Voilà pourquoi, à un moment à l'autre, quand les gens disent on va à l'ancien port des esclaves, c'est une honte. Le comptoir n'existe plus. Et même renouveler ce comptoir-là, c'est tout un problème. Personne n'en parle. Personne. Il parle que la stèle. Et la stèle va vous expliquer quoi?